Ça y est, c'est parti. On est connecté. 11h pile. Merci beaucoup à toutes celles, à tous ceux qui sont déjà connectés, qui sont ponctuels. Je suis avec Alexandre et Leïla. Merci à tous les deux d'être là. On va se présenter. On va attendre 1 ou 2 minutes, le temps que tout le monde se connecte. En attendant, pour ceux qui sont là, j'explique rapidement comment ça fonctionne. En fait, vous pouvez, et même franchement, n'hésitez pas à poser vos questions. En fait, il y a un onglet vraiment questions qui est dédié à ça. Et c'est un onglet qui est assez important parce que vous pouvez voter aussi pour les questions qui vous semblent les plus importantes. Comme ça, nous, dans la modération, on pourra les prioriser en fonction des votes sur les questions. Donc vraiment, n'hésitez pas, on y répondra au fur et à mesure pour rendre l'interaction plus sympa. On a aussi prévu quelques petits sondages pendant le webinaire auxquels on vous demandera de répondre et qui, j'espère, vous donneront aussi des tendances un petit peu sur les différents sujets qu'on va aborder. On va parler aujourd'hui de la fidélité ou même de la fidélisation client. Et on a vraiment la chance de pouvoir avoir Leïla avec nous qui va nous apporter son œil expert sur tout ce qui se passe un petit peu dans le monde des marchands, des retailers, sur ce sujet-là. Il est 11h02. Allez, on va commencer. Il y a déjà pas mal de monde qui s'est connecté. Et puis les autres prendront en cours. On va commencer d'abord par la slide classique, un petit peu de se présenter. Donc, honneur aux dames, honneur à notre invité exceptionnel ce matin. Leïla, je pense que c'est sympa que tu puisses nous raconter un petit peu qui tu es, d'où tu viens. Je pense que beaucoup de gens te connaissent déjà, mais ça serait sympa de un rappel. Pas sûr que plein de gens me connaissent déjà, mais il y en a quelques-uns. Généralement, je suis plutôt repérable. Je suis la blonde de service. Donc, bonjour à tous. Je suis hyper contente d'être avec vous aujourd'hui. Donc, moi, je suis experte et consultante en stratégie retail et manager de transition, accessoirement. Et j'ai eu une expérience d'une 20aine d'années dans le retail. J'ai travaillé pour pas mal de grosses marques, du poste de Respo, directrice de magasin, au poste de Global Retail Director. Je m'intéresse à peu près à tout dans le retail. Ok, un peu moins les supermarchés, hypermarchés, mais à peu près à toutes les marques retail, prêt-à, loisirs. Et je trouve ça hyper intéressant de voir à quel point le marché change vite. Carrément. Du coup, si je peux partager aujourd'hui mon expérience, ce sera avec plaisir. Parfait, génial. Écoute, on va bien se compléter parce que nous, on connaît bien la distribution spécialisée, mais aussi plus générale. Donc, on bosse avec pas mal de marques du secteur sur la grande distribution. Donc, c'est parfait, on va se compléter. Monsieur Plichon, je vous laisse vous présenter. Bonjour Alexandre, je suis un des fondateurs de Captain Wallet et puis depuis qu'on a rejoint Brevo, je me suis beaucoup occupé de la conception, préparation et du lancement de notre module fidélité. Voilà. À ce titre, je vais raconter des bêtises aujourd'hui autour de ce beau sujet de fidélisation. Fidélité, ça fait un petit peu préparation au mariage, mais ouais, ce que j'allais dire, on va parler de fidélisation plutôt. Ouais, voilà. Et donc moi je suis Axel Detour, il n'y a pas tromperie sur la marchandise, c'est juste que j'ai pas changé ma photo depuis que j'ai changé de coupe de cheveux, mais je suis bien Axel Detour, et donc vous voyez l'ancien moi sur cette photo. Et donc moi j'ai eu la chance de rejoindre Alexandre dans l'aventure Captain Wallet, et maintenant aussi je travaille chez Brevo sur la partie vente. Et donc, justement, voilà, c'est fait parfait l'enchaînement. On va parler de ce dont on va parler. Puis je vais au début quand même repréciser un peu ce qu'est Brevo et comment Captain Wallet bosse avec Brevo et tout, parce qu'il y a eu pas mal de mouvements. Je pense qu'il y a certains ont suivi, d'autres pas forcément. Ce qu'on va aborder là, les 3 gros sujets ce matin, c'est le paysage de la fidélité en France. Donc, on a fait une étude IFOP il y a quelques mois avec des chiffres qui sont hyper intéressants sur le sujet. Donc, ça, c'est Alex qui va porter un peu ce sujet-là, qui est vraiment notre expert et qui a suivi à la fois cette étude et puis surtout qui s'en est
aussi inspiré dans le développement du produit fidélisation qu'on a fait. Et la partie défi et enjeux rencontrés par les marques, bah, ça c'est évidemment Leïla qui peut le voir un petit peu tous les jours et y est confrontée, qui va nous faire pas mal de retours là-dessus. Et ensuite, on parlera aussi de la façon de répondre à ces défis, donc avec des cas d'usage qui sont précis sur le sujet pour voilà, vous inspirer, vous montrer ce qui est faisable. Alors, il y en a beaucoup des cas d'usage, on a sélectionné quelques-uns. Très rapidement, donc il y a Captain Wallet et Brevo. Donc, Captain Wallet a été racheté par Brevo il y a 2 ans. Captain Wallet historiquement fait de la dématérialisation, des cartes de fidélité, des coupons de réduction, invitations, enfin tous les trucs plastique, papier en fait qu'on a dans nos portefeuilles. Notre plateforme permet de les dématérialiser pour les mettre dans les téléphones mobiles, dans les smartphones, via les applications cartes, wallet, donc ceux avec lesquels on paye désormais, dans lesquels on dématérialise nos cartes bleues. Bon, on peut dématérialiser aussi tous ces outils marketing de fidélisation de relations clients, on va dire, au sens large du thème. Voilà, ça fait une dizaine d'années qu'on fait ça. On a 30 millions de cartes de fidélité maintenant sur notre plateforme et sur lesquelles donc on peut, grâce à notre techno, changer le contenu, envoyer des push notifications, etc. On vous montrera exactement comment ça marche pour ceux qui ne connaissent pas. Et donc, dans le cadre du rachat de Brevo, c'est l'ancien Sendinblue pour ceux qui connaissent, qui était le compétiteur, on va dire, direct de Mailchimp, donc qui permettait de faire des newsletters, d'envoyer des emails, etc., et qui existe aussi depuis un peu plus de 10 ans, qui petit à petit a commencé à rajouter des fonctionnalités autour de la relation client, et qui, à partir de 2020-2021, avec une levée assez importante de 200 millions d'euros, enfin au total c'est une boîte qui a levé 200 millions d'euros, a vraiment racheté des entreprises, donc Captain Wallet, pour faire une suite marketing complète qui gère tout la data, donc avec la fameuse Customer Data Platform, qui est quelque chose qui est inclus dans le produit Brevo. C'est un produit totalement unifié, avec une expérience unifiée qui centralise tout. Donc de la partie data, on clean la data, on la met d'équerre, comme on dit, on la clean, on peut la scorer, faire la BI dessus, et puis on peut l'activer avec du marketing automation, de la segmentation, etc. Et puis on peut l'activer via des canaux. On gère 9 canaux, de l'email, avec un gros focus du coup mobile, puisqu'il y a cette partie wallet, cette partie push, WhatsApp. On est le 4e partenaire mondial de Meta sur WhatsApp, le SMS, enfin vraiment tous les canaux possibles, pour vraiment avoir une approche hyper multicanal, omnicanal du client. C'est des mots qu'on utilise depuis hyper longtemps, l'omnicanalité et tout. On a un peu galvaudé avec le temps, mais ça, il y a une vraie réalité maintenant sur le marché, avec des solutions notamment comme celle de Brevo, et avec donc ce focus de Brevo qui s'est vraiment orienté vers cette partie fidélisation, avec cet outil qu'on a créé là depuis 2 ans. Alexandre a mené tout ça, qui est maintenant en prod, et qui permet de créer et de gérer un programme de fidélité hyper simplement, toujours au sein de la plateforme, avec vraiment l'idée principale de Brevo, qui est de rendre le pouvoir un peu aux marketeurs, parce qu'il y a souvent beaucoup de solutions qui sont très techniques sur le marché et qui sont peu accessibles aux marketeurs, alors qu'en fait, de façon très concrète, c'est hyper important que le marketing puisse être dynamisé, suivi tous les jours par les équipes marketing, et qu'elles puissent avoir un impact dessus. Et donc ça se fait notamment par des outils, et c'est vraiment d'où vient Brevo. Brevo vendait à l'origine de l'email à l'artisan du coin, donc à des gens qui ne sont pas du tout techniques, et on a gardé cet esprit fondateur, qui est une boîte qui vient du produit, pour rendre accessible ces sujets un peu complexes à des gens qui ne sont pas forcément des techs, ou des gens qui ont des connaissances de code, de data. Donc voilà, ça c'est vraiment l'esprit du produit Brevo, et donc Captain est unifié totalement dans ce produit Brevo. Voilà pour les présentations des personnes et de ce qu'on fait, d'où on vient. On va commencer avec le premier sujet, donc qui est vraiment le paysage de la fidélité en France, qui se base sur cette étude, déjà sur notre expérience aussi, au cours de toutes ces années, et les centaines, même milliers de clients via Brevo qu'on accompagne. On a pas mal de feedback dessus. Je te laisse la main, Alexandre, là-dessus. Et puis, n'hésitez pas, encore une fois, je le redis pour ceux qui sont arrivés en cours, il y a un onglet questions. Si vous avez envie de poser des questions, et posez-les dans l'onglet questions, comme ça on peut voter dessus.
en fonction de ce qu'on a envie, des questions que vous avez envie de prioriser. Alors, il y a un petit sondage là. Est-ce que tout le monde voit bien l'écran sondage, si vous voulez bien y répondre? Ce serait intéressant. On va essayer de faire une presse un peu plus interactive aujourd'hui. Vous le voyez, vous, Alex et Leïla, le petit Moi, je le vois, le sondage, ouais. On voit bien, et j'ai même répondu, parce que moi, j'ai plein de cartes de feed dans mon wallet. Quand on a préparé notre produit fidélité, même si on avait une bonne vision du marché à travers le historique de Captain Wallet, parce que quand même le gros de ce qu'on fait chez Captain Wallet, c'est de la démat de cartes de feed, donc on connaît bien ce marché, les mécaniques, etc. On a fait 3 choses. On a fait un gros benchmark de 250 programmes de feed. On a fait un sondage avec IFOP auprès des Français pour voir leurs habitudes en tant que consommateurs de programmes de feed. Et puis, on a fait des interviews plus quali avec une trentaine de responsables de programmes de feed ou directeurs marketing. Je crois qu'il y en a 1 ou 2 d'ailleurs qui sont dans la liste de nos invités aujourd'hui. Et on a réuni tout ça pour nous servir un peu de socle en termes de qu'est-ce qu'il faut mettre sur le marché comme produit. Et donc là, ce que je vais vous montrer, c'est un peu le résultat de ces 3 éléments, ce qu'on va partager là. Je ne sais pas, du coup, Axel, tu maîtrises le résultat du sondage là je suis en train. Ouais, 16% pardon, 37% de 5 à 9 cartes, donc c'est le plus haut et qui correspond vachement à la moyenne nationale qu'on a. 28% de 1 à 4, 26% de 10 à 15 quand même, et 7% plus de 15. C'est intéressant, ok. Donc c'est à peu près conforme, effectivement. Donc ça, c'est le résultat du sondage. En termes de méthodo, on est, comme d'habitude, sur des populations représentatives, etc. etc. Je pense que le premier chiffre à retenir, c'est le 87%. Donc les Français qui sont quand même très consommateurs de programmes de feed. Et le deuxième, il est… alors on peut regarder le 38%, mais on peut aussi voir quand même qu'il y a, si je prends à partir du 12%, il y a quand même presque 30% des gens qui sont inscrits à plus de 10 programmes de fidélité. Donc on est quand même sur un élément massif. Ce chiffre augmente un peu quand on regarde une population plus genrée, plus féminine. Bon, ça ne sera pas une remarque sexiste si je dis qu'effectivement, il y a quand même plus de femmes qui font cette démarche de prendre un programme de fidélité, notamment sur certains secteurs, type alimentaire, etc. Il y a des mentalités à faire évoluer, mais c'est aujourd'hui un fait. Merci Flora, effectivement. Ça, c'est plus issu de notre bench. C'est quoi les grandes mécaniques, les grandes tendances? On entend souvent parler de l'expérientiel versus le transactionnel, etc. Et bon, globalement, aujourd'hui, si vous prenez le 22% avec système de cagnotte en euros, plus le 67% système de cagnotte à points, il y a quand même beaucoup de mécaniques qui s'appuient sur une valorisation du transactionnel. Une valorisation du transactionnel, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand j'ai une commande, je prends le montant de la commande, j'en garde tout ou partie et je le transforme soit en cagnotte en cash, soit en cagnotte en points. Donc, ça reste le nerf de la guerre et la base de la valorisation de l'interaction entre une marque et un consommateur, même si il y a aussi une volonté et une tentative depuis quelques années d'aller valoriser autre chose dans la relation entre une marque et un consommateur. Donc, on a appelé ça de l'expérientiel. Ça peut être aussi tout simplement, je te rétribue des points si tu t'es engagé sur certains canaux versus d'autres, si tu m'as donné un profil complet, etc., etc. Deuxième petit sondage. De quel type de secteur détenez-vous un compte fidélité? Vous pouvez en cocher plus d'un. Hein. Tu veux partager les résultats, Axel? J'attends un peu, ça continue à voter. J'ai l'impression d'être envoyeur. Là, la tendance qui se confirme, c'est au coude à coude entre hyper et supermarché, sans surprise, et mode et prêt-à-porter. Il y a 31% sur hyper et supermarché, 28% sur la mode et le prêt-à-porter. Et puis après, on a restauration à 17%, loisirs à 14% et transport à 11%. Mais ouais, hyper et mode
bah ouais, ça représente 60% en fait des cartes de fidélité, quoi. Bon, c'est à peu près conforme, conforme au sondage du FOP. Avec globalement, on est sur des tendances assez classiques avec quand il y a énormément de hautes fréquences, c'est là où la fidélité va concerner le plus de gens. Donc l'alimentaire, typiquement. Voilà. Historiquement, la mode et le prêt-à-porter a toujours fait pas mal de feed. La restauration est plutôt sur un mouvement de rattrapage. Voilà. Sans trop de surprise sur ce. Alors celui-là, il nous a plus intrigué. Il y a plusieurs façons de le lire, et puis je vais demander à Leïla de le commenter aussi. Il y a une première façon, quand on le regarde un peu loin, on se dit, bon, bah, en gros, quelle que soit quand même la classe d'âge, on a globalement des gens qui adhèrent au programme de feed. Il n'y a pas de surreprésentation, alors très légèrement sur le 35-49 ou le 50-64, mais par exemple, les chiffres sur le 18-24 sont intéressants. Il y a quand même déjà, on a déjà la 25% de cette tranche d'âge qui est clé pour les marques qui adhèrent à plus de 10 programmes de feed, et puis avec une non-représentation de la fidélité qui est assez faible. Mais globalement, c'est assez réparti selon les classes d'âge. Je ne sais pas, Laïla, est-ce que tu avais été surprise quand tu as vu ces chiffres et ce slide? Écoute, oui et non. Parce que je trouve ça ouf que ce soit les plus de 65 qui aient le plus de programmes de feed. Et en même temps, quand on est jeune, on est un peu plus versatile que quand on est plus ancien, quoi. On s'habitue, je pense que la fréquence d'achat et l'habitude à aller toujours au même endroit, elle est de plus en plus forte quand tu vieillis. Les jeunes, ils font pas encore les courses, on l'a vu dans le slide d'avant. La plus grosse représentation, c'est les supermarchés, les hyper. Et les jeunes aujourd'hui, 18-24, ils sont encore, pour la plupart d'entre eux, encore chez leurs parents, quoi. Tu vois, je pense ça se met petit à petit en place. Après, dans la feed, il y a aussi, on a vu le groupe Inditex arriver il y a peu d'années sur la fidélité. Et je suis même pas sûre que les jeunes considèrent que c'est de la feed, parce qu'en fait, c'est juste une app. Tu vois ce que je veux dire? Je pense qu'il y a vraiment ce côté de j'ai l'appli, mais bon, j'ai pas de compte fidélité, quoi. Je sais pas comment ils ont répondu non plus. Oui. Effectivement, il y a eu des modèles de fidélité, notamment avec les engagements sur mobile, qui ont beaucoup évolué depuis une dizaine d'années. Et ça, c'était une question que je voulais te poser tout à l'heure. Dans tes différentes expériences au sein de grandes marques, de grandes consos, est-ce qu'il y ait un programme de fidélité ou pas, est-ce que le sujet et les réflexions autour du fait de le lancer, de l'améliorer, c'était toujours un sujet, la fidélité dans les marques? Ou est-ce qu'il y a des marques qui disaient non, moi, ça ne m'intéresse pas, je n'ai pas d'avis sur le fait d'avoir ou pas un programme de feed, voilà. Parce qu'on sait qu'il y a des modes, et à un moment, voilà, Decathlon avait arrêté son programme, l'ont relancé, faut plus faire de transactionnel pour faire que de l'expérientiel. Donc il y a toujours un peu des modes et des tendances autour de la feed. Nous, vu de notre chapelle, et puis ce sondage quand même est là pour montrer l'intérêt des consos, on a l'impression que ça revient un petit peu. Toi, de l'intérieur, sur toute ton expérience de retail, quelle était la prépondérance ou pas de ce sujet de la fidélisation des clients et des programmes de feed? Écoute, ça fait plus de 20 ans que je suis dans le retail. Sans aller il y a 20 ans, parce que c'était un peu moins fort, en tout cas hors supermarché. Il y a une dizaine d'années, ce n'était pas la priorité, notamment pour tous les groupes internationaux. Tu avais vraiment une scission entre marques françaises qui étaient pro-fidélité et tous les internationaux, les grands groupes qui te disaient peu m'importe. Moi, j'ai travaillé chez H&M. C'était même pas un sujet, pas du tout. En fait, le chiffre d'affaires et le trafic faisaient que tu partais du principe que tu n'en avais pas besoin. Parce qu'aujourd'hui, la fidélité, il y a 10-15 ans, on se disait, si tu fais un programme de feed, c'est qu'il te manque des clients et que tu veux les attirer. Et quand tu avais une masse de clients, tu te disais, bah non, je ne vais pas dépenser l'argent, il n'y a aucun intérêt, les gens, ils viennent avec ou sans. Aujourd'hui, ça a beaucoup changé, parce que tu regardes, tout le monde se lance dans la feed, avec des différents niveaux de feed. Comme on se disait, il y en a où il y a vraiment de la gamification, il y a de la rétribution, il y en a où c'est que de la promo. Et puis, il y en a qui sont que sur juste de l'information. Tu vois, où tu reçois des push juste pour dire, en fait, on est un OP ou un truc comme ça.
Et c'est vraiment, ça dépend des besoins de chaque marque. En tout cas, moi, je le vois comme ça, en fonction de où ta marque elle se situe, est-ce qu'elle a des problèmes financiers, est-ce qu'elle a des problèmes de trafic, est-ce qu'elle a un problème de versatilité, tu vois, et de se dire, bah, à ce moment-là, tu l'appréhendes pas pareil. En tout cas, tu ne communiques pas avec tes clients de la même façon. Ok, hyper intéressant. Et la remarque de Jérôme aussi dans les messages est intéressante. Jérôme, qui est un bon expert sur la fidélité, qui nous fait la joie de participer à. Et on aura un nouveau petit sondage qui va nous permettre de faire la bascule sur le prochain sujet dont on veut parler. Là, il faut répondre avec honnêteté. L'idée, c'est de. Voilà, si vous avez adhéré à un ou plusieurs programmes, est-ce que vous maîtrisez un petit peu où est-ce que vous en êtes du programme, etc. Est-ce que ça a voté, Axel? On peut préannoncer les résultats? Ouais, on est à 75 non et 25 oui. Il n'y a pas pire que les marketeurs. On a dit honnêteté, hein. Donc là, l'idée de cette question, on est plus sur le sondage là, IFOP. On vous a mélangé les sources sur cette question, c'était effectivement, en tant que marque, on enrôle des clients et des dispositifs de générosité, etc. Et donc, on avait posé voilà, la question aux clients, est-ce qu'ils maîtrisent bien les avantages de leur programme? On peut regarder cette réponse, le 72-28, comme le verre à moitié plein, à moitié vide. 72, c'est pas si mal, parce qu'on sait qu'il y a quand même pas mal de programmes qui vont être plus ou moins complexes dans la façon dont ils marchent. En même temps, 28%, quand j'ai fait une démarche volontaire pour adhérer à un programme et je ne suis pas au courant de ce que j'en suis, ça fait en fait beaucoup. Leïla, à nouveau, là, ton avis sur cette question et ces réponses un peu intrigantes en termes de quelle est la connaissance d'un conso fidèle du programme auquel il a adhéré? Je pense que, objectivement, je pense qu'en vrai, ils ne savent pas exactement à quoi ils ont adhéré. Je pense que les clients, ils savent que tel programme ils ont adhéré, ils vont avoir des points ou des sous. Concrètement, on sait rarement tout l'étendue du programme et les petites notions du style livraison offerte ou des choses comme ça. Les seuls trucs qu'on a tout de suite quand tu adhères, c'est ça va vous donner des points qui se convertissent en argent ou ça va vous donner du cashback. Et puis, du coup, ça te suffit. Je pense que quand tes clients, on te dit, est-ce que tu es au courant? Oui, oui, je suis au courant, je reçois mes points. mais du coup, il y a toute une partie, notamment d'expérientiel, qu'on communique rarement, je trouve, dans la feed. Alors, nous, c'est un focus et c'est une conviction très forte. On en a deux. La première, c'est que dans la mesure du possible, il faut éviter ce qui malheureusement existe encore un peu trop souvent, des programmes de feed où il est écrit en tout petit dans des conditions générales comment ça marche vraiment. Voilà, donc je pense qu'il y a un devoir de transparence sur les règles d'un programme. Les gens sont capables de comprendre que bah oui, mes points expirent au bout de 12 mois, machin, voilà. Et puis il y a des fois des mécaniques qui sont quand même hyper compliquées. Donc si possible, rester simple. Et c'est ça qui fait. Alors, et ensuite, il faut communiquer à mort. J'ai souvent dit depuis 10 ans, voilà, la communication autour de la feed, c'est de la communication positive. Les gens ne vont jamais vous jeter parce qu'il y a des notifs qui partent pour dire bah, bravo, t'en es à tant de points, attention, ton coupon expire. Il faut communiquer à mort. Et ce qui, pour moi, on devrait être à 100%, modulo ceux qui vraiment n'ouvrent aucune com sur où est-ce que j'en suis de mon programme de feed. Mais, au final, ça fait le lien aussi avec. Il y a toute une partie du sondage où on avait parlé justement des coms et du wallet comme support de com pour véhiculer les infos de feed. Et d'abord, les réactions étaient très positives. Et là, vous avez les stats. Globalement, ça ne pollue pas. Je vois où j'en suis de mon programme et ça me permet de savoir que j'ai quelque chose à consommer. Avec une influence quand même certaine sur le push. On avait un focus sur tous les types de push qui est très important. Donc, vous le verrez après, on vous parlera souvent de notre vision de la fidélité qui doit aller avec un engagement très fort sur le canal mobile. Et en termes de connaissances sur l'appli Wallet, voilà, globalement, il y a le paiement, évidemment, mais c'est aussi énormément utilisé pour les cartes de feed. Billets d'avion, de train, c'est souvent aussi un élément de découverte. La feed a beaucoup changé sur les applications Wallet. C'était pas forcément l'usage premier en 2020. Et puis des acteurs très modestement comme nous ou certains de nos concurrents ont fait qu'aujourd'hui c'est un des premiers usages sur le wallet. Rien qu'en France, nous on a 25 millions de cartes installées, donc ça fait quand même des volumes assez conséquents. Je sais pas, Axel, peut-être tu voulais commenter aussi ce slide?
Bah, on verra après un peu les use cases et la variété en fait de ce qu'on peut faire avec le wallet, qui est souvent en fait pas connu de la part des marques. Et évidemment, c'est rentré par la partie transport au tout début, qui était hyper simple, mais ça s'arrêtait beaucoup à simple sauvegarde, comme si on sauvegarde un PDF dans une application, quoi, en fait. Mais la réalité, et nous, ce à quoi, comme tu disais modestement, on a vachement travaillé, c'est de montrer au marché que il y avait la possibilité de faire un peu plus, et donc de faire vivre ce PDF, en fait, et donc de changer son contenu, d'envoyer des messages pour émerger, en fait, au milieu de tous les canaux qu'on a. Et donc là, nous, maintenant qu'on est chez Brevo et qu'on a une solution qui envoie plein de typologies de messages différents, en fait, on se rend compte que le type de message est hyper clé dans le parcours client, feed, mais d'une manière générale, animation de sa base de données, de son audience, et que le type de canal est hyper clé en fonction de plein de paramètres. Et c'est pour ça que c'est important d'avoir une capacité quand même à un peu analyser un peu de données pour comprendre qu'en fait, il y a une personne qui va être très réceptive à l'email et une autre beaucoup plus au push wallet et une autre, je sais pas moi, au SMS. Mais là-dedans, le wallet est vraiment venu prendre sa part de marché sur ces mécaniques de feed parce que c'est hyper visible, c'est hyper simple, il n'y a pas de friction. Et comme on l'a vu un peu avant, un peu de façon contradictoire, c'est pas des infos hyper nettes, hyper claires qui peuvent remonter de façon hyper évidente en fait pour tout le monde. À nouveau, on s'est amusé à regarder les tranches d'âge sur le canal wallet. Avec, moi, je suis toujours assez surpris de voir qu'en fait, c'est quand même répandu sur à peu près toutes les classes. Il y a une petite surpondération sur les utilisatrices, mais c'est probablement, moi je pense, je ne sais pas ce que tu en penses, Léla, lié au fait qu'il y a aussi plus d'adhésion à des programmes de feed sur des utilisatrices plutôt que des utilisateurs. Mais voilà, je ne sais pas ce que tu en penses de... Non, je pense que c'est ça. Et puis tu le disais tout à l'heure, même si non, c'est pas macho, mais malheureusement ou heureusement, j'en sais rien, mais beaucoup de femmes aussi font les courses et ont toutes les cartes fidélité des différents super et hyper. Parce que généralement, tu en as quand même 3-4. Et après, bah oui, on va se dire la vérité, en tant que femme, on aime faire du shopping, on a un peu plus de cartes que les hommes. J'avoue, je me mets dans le lot. Et du coup, plus de programmes feed. Comme le disait, je crois que c'est Flora tout à l'heure, effectivement, ça nous a aidé de ouf que ce soit dans le wallet plutôt que on ait 3000 cartes dans le portefeuille. Je me rappelle, avant, on avait des portefeuilles avec plein de cartes dedans, quoi. Ouais. Tu les trouvais jamais, d'ailleurs. Alors, cela dit, ce matin, on a reçu sur l'email générique de notre boîte, là, Captain Wallet, un email, une demande d'un consommateur masculin qui disait: vous n'auriez pas une page où vous récapitulez toutes les marques pour lesquelles on peut dématérialiser la carte wallet? Ça m'arrangerait parce que j'essaie d'optimiser à mort. C'est pas mal. C'est pas mal. De carte de vie. Donc, tu vois, il y a aussi. C'est un vieux truc auquel on pense depuis longtemps. Ça nous a fait marrer en voyant ce mail hier. D'avoir en fait un espèce de hub, quoi, un site sur lequel tu vas télécharger toutes tes cartes et tout. Mais voilà, la difficulté, c'est qu'en fait, il faut que ce soit ta carte à toi. Donc, il faut que ce soit connecté à la marque. Donc, il faudrait voir avec toutes les marques et tout. A priori, on est plusieurs à trouver que ce serait une bonne idée quand même. Hein. Ouais, je vois ça. Dans le chat. Moi, je suis plutôt d'accord aussi de si on pouvait un endroit où il y a toutes les cartes. Là, tu te dis, bon, bah, comme ça, au moins, j'ai tout. Ouais, non, c'est vrai. Donc, du coup, voilà, ça, c'est le truc. Bon, c'est une vieille idée qu'on a chez nous, mais bon, ça implique en fait d'être on est plugué avec toutes les marques, mais il faut que toutes les marques soient d'accord, etc. Donc, c'est pas mal de boulot, quoi. Défi en jeu. Il y a quelques trucs à dire, je pense, rencontrés par les marques. N'hésitez pas encore une fois à poser vos questions à Leïla. On te laisse la main, tu peux gérer le défilé des slides, Léa. Ouais, j'ai les petites flèches. Bon, je prends la main, Axel, tu Allez, restes vas-y. en backup parce que comme tu sais, les churns et tout ça, c'est toujours un peu compliqué pour moi. Donc, on voulait faire un point sur les enjeux aujourd'hui et pourquoi la fidélisation, elle est essentielle. Je pense que oui, effectivement, c'est hyper important la feed et c'est hyper important pour
une chose, moi qui suis retaileuse, pour une chose qui est prioritaire, c'est que en fait, la feed apporte du chiffre. Globalement, on peut se mentir sur tout ce qu'on veut. La finalité, c'est que la feed apporte du chiffre et qu'on a besoin d'avoir des programmes feed pour pouvoir apporter du trafic, pour pouvoir avoir de la data client et proposer aux consommateurs effectivement le bon produit, le bon prix, au bon moment et ainsi de suite. Aujourd'hui, il y a plusieurs difficultés. On sait qu'on a un coût d'acquisition effectivement élevé et que la plus grande peur, la plus grosse difficulté, c'est de perdre nos clients fidèles. Le fameux client qui n'a pas consommé depuis 12 mois. Pour tous ceux qui font de la feed, ils se rappellent de OK, n'est pas venu au magasin depuis 12 mois, depuis 18. Et puis, ce côté de se dire comment je fais pour faire venir plusieurs fois mon client, en tout cas plus de fois que ce qui vient habituellement. Sans la feed, on est incapable de savoir combien de fois dans l'année vient un client, on est incapable de savoir ce client fidèle, combien il dépense versus les autres. Voilà, il y a beaucoup de data qui arrivent sur lesquelles, en fait, on est tributaire aujourd'hui. Et puis après, il y a toute la partie data qui est hyper importante aussi, ce qu'attendent notre client et leurs habitudes de consommation. Et puis, il y a toute cette partie communication où la feed nous permet aujourd'hui de parler directement à nos clients via, comme tu disais, Axel, via soit des push, soit du WhatsApp, soit du emailing, peu importe. Mais du coup, c'est ton seul gros canal de com avec ton client final, globalement. Et ce qu'on oublie généralement, en tout cas dans le retail brick and mortar, c'est que la feed pousse sur les deux canaux, cette fameuse omnicanalité, où souvent on se dit ouais non mais attends, le programme de feed il est soit accessible que online ou que dans les magasins, où c'est plus compliqué et ça a un vrai vecteur de trafic sur tous les canaux globalement. La difficulté aujourd'hui c'est comment on joue la feed. Et tu veux ajouter quelque chose, excuse-moi Axel. Non, j'ai une petite question. C'est un peu lié à la discussion que vous avez tout à l'heure sur OK, est-ce que les programmes de feed ils reviennent un peu à la mode et tout. Moi, j'ai quand même nous quand tu vois dans notre expérience de démarchage de centaines de marques, etc. et avec qui on a beaucoup discuté, on discute nous aux marques souvent avec les personnes qui s'occupent du CRM, la partie vraiment rétention, tu vois, gestion de la base de données, etc. Et qui souvent se différencient un peu de deux parties dans la direction marketing, des personnes qui sont sur l'acquisition. Et on a toujours trouvé que, en fait, on a l'impression qu'il y avait à la fois d'un point de vue ressources humaines, financières, un peu tout qui était 80% axé sur l'acquisition et puis 20% sur, on a une base de données, allez, vas-y, on va acheter un outil, puis on va mettre une personne qui va s'en occuper, personne un peu seule ou deux. Souvent, c'est quand même des petites équipes. J'avoue que c'est un peu ça. Voilà. Est-ce que tu ressens ce même truc? Et est-ce que tu vois, nous on était dans une salle à essayer de signer, tu vois, notre solution pour, je sais pas moi, 40 000 € à l'année, tu vois. Et puis à côté, ça signait un chèque de 500 000 balles pour 3 mois chez Waze pour faire l'acquisition, tu vois, et sans aucun problème. Et on a toujours trouvé que voilà, les marques, elles avaient un peu ce déséquilibre assez fort. Il y a une période d'acquisition qui est très forte, qui est née avec le web, qui est née avec Facebook, Google et tout. On a vraiment dépensé beaucoup d'argent dessus. Et on a un peu le sentiment que ça se rééquilibre un peu. Il y a quand même toujours beaucoup de budget sur l'acquisition et de ressources, mais que ça a quand même tendance un peu à se rééquilibrer parce que c'est plus cher l'acquisition, parce que c'est un petit peu moins efficace, parce qu'en fait, les bases de données ont vachement gonflé parce qu'il y a des politiques d'acquisition qui ont été tellement fortes. C'est quand même, il y a beaucoup de boîtes qui ont des bases de données qui sont assez conséquentes et parfois pas super, mais en fait, même très souvent, pas super bien utilisées, notamment parce qu'on a acheté un outil, mais en fait, on ne sait pas trop s'en servir. Voilà, c'est un peu une tendance qu'on a l'impression de voir. Est-ce que tu as un peu ce ouais, je pense que l'acquis, c'est un sujet de fond. Et en fait, on veut tellement faire de l'acquisition pour se dire, voilà, il me faut du trafic en magasin, il me faut du trafic sur mon site web, il faut être vu. Les budgets d'acquis sont toujours hyper élevés, je suis d'accord. Mais après, on te dit que souvent, le ROI, il est de 1 pour 10. Donc, c'est aussi pour ça que généralement, tu mets plus facilement dans l'acquise. Et après, la difficulté, c'est tu te retrouves avec 3-4 millions de personnes en basée.
mais il ne se passe pas grand-chose. Je Ouais. suis d'accord, après, il ne se passe plus grand-chose. Et en fait, tu te dis, tu as tellement galéré à les embaser, il se passe quoi derrière? Et je pense, comme tu dis, le CRM commence à être un peu vieux, entre guillemets, on commence à savoir faire, alors que l'acquise est encore quelque chose de récent et qui coûte cher parce qu'il y a les pure players qui dépensent une blinde, hein, on va se dire la vérité, en acquisition. Et aujourd'hui, les équipes sont souvent séparées. Je pense qu'il faudrait essayer de travailler sur des pôles Ouais. marketing où c'est un peu plus regroupé, mais c'est vrai que c'est deux métiers différents. Et le CRM, tu vois, moi, j'accompagne aujourd'hui plusieurs boîtes et toutes les boîtes que j'accompagne dernièrement, ils sont tous en train de refondre leur programme de feed. Tu vois, il y a quand même un truc de se dire comment ça se fait qu'au même moment, tout le monde refond le programme de feed. Et c'est des boîtes qui ont des grosses bases de données, hein, des grosses bases clients. Et aujourd'hui, de se dire, bah, comment tu fais pour refondre, pour le rendre. Et généralement, c'est pour le rendre plus simple. Ce fameux, Ouais. Alex disait tout à l'heure, les petites lignes en bas. Il y en a qui font ça très bien. Hein, il y a des boîtes où, effectivement, tu as 3 colonnes, tu sais exactement ce que tu vas avoir. Il y en a, c'est une nébuleuse de fou. Donc, je pense qu'il faut simplifier les programmes de feed pour qu'ils deviennent plus prégnants. Et en même temps, l'acquise, tu es obligé d'investir en permanence, quoi. Mais peut-être que ça va se pondérer. Mais je suis d'accord avec toi, aujourd'hui, on va, ouais, comme tu disais, à 1 fois 10 le montant de budget pour les deux sujets, quoi. Ouais, mais c'était intéressant parce que pendant des années, on a martelé le fait que tu vois, tu sais que tu as 70% de chances qu'un client fidèle réachète versus 25% un nouveau client. Tu sais que la fidélité, ça te coûte, tu as ce fameux chiffre de entre 5 et 7 fois moins cher que l'acquisition. Enfin, d'un point de vue, tu vois, purement rationnel, chiffre, c'est beaucoup plus rentable de faire de la feed, de choyer ses clients, de leur parler, d'essayer de les faire revenir. Le repeat business, c'est quand même la clé, quoi. La récurrence, tu bouges d'un point la récurrence, enfin même pas Ça d'un change point, tout. de 0,1 Ça la change tout. récurrence, c'est Ouais. un effet de levier sur le chiffre d'affaires qui est monstrueux. C'est Et c'est énorme. marrant, Ouais. pendant des années, ça a mis vachement de temps à infuser. Et maintenant, j'ai l'impression qu'on arrive à ce moment-là parce qu'il y a un contexte qui fait que. Mais c'est peut-être pour ça que tout le monde est en train de refondre le programme de feed en se disant bon, ok, maintenant on sait faire, comment on va plus loin. Et le gros enjeu quand quand tu bosses dans le retail, le gros enjeu c'est la fréquentation, c'est le nombre de visites à l'année. Tu C'est vois, la le nombre de fréquence. passages. Effectivement, tu rajoutes un passage par an. Globalement, tu vois, moi je bosse dans le pré-tap. La majorité du temps, 80% de mon temps, je bosse dans le pré-tap. Le pré-tap, tu es entre 2 et 2,5 passages à l'année pour un client feed. Passe à 3,5 et tu changes toute ta vie, quoi. Ah bah, bien Tu sûr. vois, c'est le client feed, il consomme plus souvent, il parle de toi, il a tous les bons côtés. La difficulté, c'est la multiplication des programmes feed fait que maintenant, le client, il regarde un peu moins, tu as plus de mal à le capter, du coup. Et il faut que tu aies un bon programme fidélité. Il faut que ce soit, j'écoutais Jérôme qui disait au siège, mais au siège et en magasin, de pouvoir aussi proposer. Et c'est vrai que je rejoins Jérôme, ça se fait de moins en moins le parrainage. Mais je pense qu'en fait, les gens, ils parrainent plus. Je pense que chacun pense à soi-même maintenant. Ça a coûté cher le parrainage, Jérôme. Hyper cher. C'est vrai que ça coûte cher. Ça coûte cher. C'est un poste comme la fidélité. Hein, il faut se projeter. C'est quand même un poste, c'est un business model. Il faut se projeter sur une générosité. Donc ça, Ouais, parfois, les marques ont un peu c'est de plus dur. mal. Ouais, c'est plus dur. Il y a une question de Jérôme. Alors, je ne sais pas si on saura y répondre. Une question de Julien, pardon. Pour toi, Léla ou Alex, sur les opérations de fidélité, mais je sais que tu es moins spécialisé là-dedans, en grande distribution du type couteau, Pyrex ou d'entertainment, via des offres de rédemption physique qui ont pour objectif de booster le panier. Objectivement, moi, je l'ai vu en magasin. Alors moi, j'accompagne pas du tout de grande distrib, donc c'est vrai que ça me parle un peu moins. Et dans le prêt-à-porter ou dans le retail, le premier degré, entre guillemets, dans le retail le mainstream, on est rarement sur des types comme la distribution en mode tu viens et je te donne ton couteau ou ton plat à cuisiner, quoi. Tu vois. Du coup, je me suis toujours demandé, justement, moi aussi, si ça marchait. Je le vois beaucoup en grande distrib tu as des petites étiquettes là.
et que tu dois Ouais. échanger tes petites vignettes pour avoir ton plat. Je ne sais pas si ça vaut, ou alors ça doit parler à une certaine clientèle. Pour information, moi, ma mère elle prend toujours les petites vignettes pour avoir les plats, hein. Donc peut-être qu'en fonction, Il y a un si vous spécialiste. avez ce type de client et que vous avez l'info. Ça rapporte, tu vois, Jérôme qui participe activement sur le chat. Tu tapes plus vite que tu ne parles, Jérôme, que nous parlons même. Ta maman a raison, dit-il. Ça rapporte énormément d'argent. 50 millions d'euros d'investissement égale 700 millions d'euros de c'est incrémental. Je sais que c'est un pro. C'est une bonne info. C'est un pro de ce sujet. Donc, c'est la bonne personne à qui poser ces questions. Non, moi, la question que je me pose, c'est je me demande pourquoi, en fait, les enseignes autres que grande distribution ne le font pas, effectivement. Parce que, en fait, il faut. Écoute, nous, on s'est posé plusieurs fois la question avec plusieurs boîtes d'offrir, tu vois, que ce soit du cadeau, du gift. La difficulté, c'est que tu veux pas. Enfin, tu essayes de ne pas offrir quelque chose qui ne va pas dans ce que tu vends, entre guillemets. La grande distrib vend beaucoup de produits différents. C'est sûrement plus facile d'offrir un plat ou une chose comme ça. Quand tu es dans le prêt-à, tu as envie d'offrir du prêt-à. Ou ce qu'on essaye un peu depuis quelques temps avec des retailers, c'est d'offrir du bien-être, du style, du make-up, du soin, des choses comme ça. Mais tu essayes de parler à la personne qui achète. On le voit bien chez Carrefour, Auchan et ainsi de suite. C'est soit des plats et des couteaux, soit des produits d'outillage. C'est rarement un t-shirt que tu achètes avec tes vignettes, tu vois. Il faut trouver, je pense, le bon produit à offrir, mais il y a un vrai truc à aller chercher, a priori, hein. Et il faut être, mais tu l'as mentionné, Leïla, je pense qu'il faut être aussi dans un contexte de retail où tu es en distribution multimarque. Donc, typiquement, on a un client Courir, font des OP avec des marques que je ne vais pas nommer, mais ils font des OP croisés. Des gens comme Intersport font aussi des OP croisés avec des marques. Je vais prendre la question de Séverine qui est intéressante. Il y a des programmes de feed qui sont portés par des cartes de paiement. Je ne les vois pas en expansion de mon côté. C'est assez lié à un certain type de secteur où les achats peuvent être assez conséquents. Mais je ne vois pas forcément d'expansion de ce type de mécanique où on couple paiement et... Enfin, voilà, j'émets une carte de crédit mono-enseigne qui me sert de support pour ma fille. Ou alors j'ai mal benché. Et pour la réponse au papa de jumeaux, là, Antoine, moi j'aime toujours bien, mais ça ne va pas te plaire, le programme de McDo, qui est quand même une jolie ref. Voilà. Et puis, je suis très très fan alors parce que je le connais de l'intérieur, d'Yves Rocher, qui a une puissance de feu incroyable en analytics sur la compréhension des comportements des consos et de leur réactivité aux stimulations qui sont générées par les équipes CRM. Ils sont vraiment très très forts, quoi. Parce qu'ils font ça depuis très longtemps, parce qu'ils ont, tu vois, globalement, ils disent qu'à peu près toutes les femmes françaises entre 18 et 60 ans ont à un moment ou à un autre été clients d'Yves Rocher. Je laisserai commenter, mais je crois que c'est pas loin d'être vrai. Ils sont super forts en connaissance client et activation des différents leviers pour booster du réengagement. Ils sont vraiment très, très, très forts. Après, un programme expérientiel, donc comme je ne sais pas si c'est un joli mot, mais en vrai, c'est très souvent un vœu pieux. Il y a beaucoup qui en parlent. Et il y en a peu qui arrivent vraiment à le délivrer. Et ce qui est assez intéressant dans ce retour des programmes de feed, notamment, je trouve que c'est de voir qu'en fait, la partie transactionnelle reste quand même le cœur du réacteur, parce que c'est ça quand même qui fondamentalement, un, attire les clients, et deux, rapporte à la marque. Donc tout le monde y trouve son intérêt. Voilà. Après, est-ce que dans la rétribution, il y a une dimension expérientielle qu'il peut y avoir? Bien sûr, c'est tout à fait possible, mais ça reste quand même une partie émergée de l'iceberg, fondamentalement, le programme de feed. Objectivement, Axel, je pense que l'expérientiel, les programmes, j'essaie de réfléchir aux programmes de feed expérientiels. Généralement, les programmes de feed mainstream sont très dans la rétribution. Et l'expérientiel est un peu plus sur le luxe ou le loisir. Je pensais notamment au programme de feed d'Air France, où tu as une partie expérientielle, ce fameux accès au salon ou Sky Priority, qui est un vrai plus, tu vois, et qui est du vrai expérience et qui n'est pas de la rétribution pour le coup.
Ouais, tout à fait. mais qui est plus dur à faire. Donc, tu touches pas du tout le même type de client. On est loin d'un programme prêt-à ou retail. Ouais, c'est clair. On va avancer, il est 45, on a quelques autres trucs à voir. Moi, je veux bien faire les 2 prochains à 200 à l'heure, comme ça on laisse de la place pour la fin. Vas-y, Ouais, Alex. je pense que c'est plus intéressant. Il y C'est a plus que ça. intéressant d'aller sur les défis. La fin sera des use cases, on pourra toujours en Voilà, remontrer. là, ça c'est le fruit plutôt des entretiens qu'on avait fait pour un petit peu, parce que bon, vous avez compris, il y a plein de défis marketing après. Après, il y a des défis aussi si je veux lancer un programme, donc mettre mon entreprise en route pour faire ce sujet-là. Bon, globalement, il y a 4 défis principaux. Là, il faut réussir à faire quelque chose de simple, alors qu'en fait, c'est compliqué en vrai. Parce que voilà, la feed va s'intégrer par rapport à plein d'autres trucs, la monétique, les systèmes de caisse magasin. Et là, pour ceux qui bossent avec des magasins, c'est pas forcément simple. Il faut créer l'espace fidélité sur le site web, machin, etc. Est-ce que je fais du temps réel, du non temps réel, etc., etc. Donc, c'est globalement un écosystème de données qui n'est pas simple parce qu'on va aller chercher le ticket de caisse, l'avis produit laissé. Enfin, si on veut valoriser plein d'interactions avec mes consommateurs, il faut que j'aille chercher plein de données et que je la fasse circuler dans des systèmes. Deuxièmement, le deuxième gros défi, c'est le prix. La feed, c'est un taux de générosité que je prends sur mon CA. Et ce prix, souvent, si je n'ai pas à date de programme de feed, il va falloir que je construise un business case et 2, que je justifie ce prix versus mes promos actuels ou que l'un va remplacer l'autre. Donc, le sujet du prix et du coût de la feed est un vrai sujet. 3, à l'heure où on est, et j'ai bien aimé ce que tu disais, Leïla, tout à l'heure, effectivement, je pense que le CRM, maintenant, même si ce n'est pas encore parfait, c'est en train de devenir une industrie quand même mature, avec plein d'outils et tout. Donc aujourd'hui, quand on fait de la feed, on se doit d'être capable d'aller, évidemment, et je crois que ça a été signalé aussi dans le chat, c'est aussi là pour générer énormément de connaissances clients. Donc on est là pour aller faire des propositions. Voilà, on n'est plus à faire une segmentation au magasin de rattachement du client, quoi. On est là pour aller chercher des trucs un peu pointus et envoyer des offres personnalisées, etc. Pas forcément simple, mais en tout cas, c'est pour ça qu'on fait de la feed. Et le dernier point qui est clé, qui rejoint un peu le prix et la simplicité, quand on est responsable d'un programme de feed, on va tout le temps être chahuté sur le ROI que ça génère par le DAF, concrètement, qui voit bien que ça marche chez Rod, mais il aimerait bien savoir combien ça gagne. Ça, c'est un gros sujet sur la feed. Capacité à justifier du programme. Et là, juste là-dessus, Leïla, sur ces 4 défis principaux, tu penses que c'est lequel le plus gros pour les marques? En fait, je pense que ça dépend de la maturité de la marque. Mais globalement, c'est toujours la difficulté, c'est quoi le ROI? Et en fait, en fonction de la maturité de la marque, tu risques d'avoir, comme disait Alex tout à l'heure, il y a plein de programmes, mais c'est pas hyper simple à mettre en œuvre les programmes. En fait, c'est soit tu as assez d'argent pour investir effectivement 3 à 10% de ton chiffre sur la feed, soit tu l'as pas et tu essayes de faire en interne du bidouillage. Mais je pense que globalement, la marque, sa difficulté, c'est quel ROI et comment je fais aujourd'hui pour le mettre en place. Si tu as les moyens, tu peux te payer un full service. Tu n'as pas de moyens, tu te retrouves tout seul à bidouiller sur ton écran et tu n'as pas le même résultat à la fin quand même. Tu vois? Bien sûr. Mais je pense que c'est une histoire de coût et de retour sur investissement au début. Ok. Je réponds à une question vite fait là de Frédéric. Est-ce que vous sentez une tendance autour d'une segmentation fidélité autour de communauté d'intérêt et non uniquement sur le montant de dépenses? Carrément. Ça, c'est en fait, c'est pas forcément d'ailleurs dans un programme de fidélité à proprement parler, mais c'est quand même une tendance du marché assez forte de faire, tu vois, si je prends la reco produit, elle est faite autour d'un intérêt sur une typologie de produits et on va modifier le contenu de ce qu'on va envoyer à un client. Ça, c'est du contenu qui va être totalement personnalisé. Et ça, c'est de la data, c'est de l'info qui remonte dans les programmes de fidélité et qui va permettre d'affiner la façon de faire et de communiquer sur le programme de fidélité. Et c'est typiquement un des axes hyper importants sur lequel on a développé le truc chez Brevo,
c'est d'être en capacité justement d'affiner ton programme de fidélité. Tu vas faire une structure, ton programme de fidélité, et puis après, cette structure, il faut qu'elle évolue. Et ça, aujourd'hui, si tu veux la faire évoluer, c'est très compliqué de la faire évoluer sans aller faire de la technique, que ça te coûte de l'argent, parce qu'il faut modifier des fondamentaux de ton programme de fidélité. Donc, nous, on l'a construit justement pour que le marketing puisse le faire simplement, facilement, en adaptant le contenu ou la mécanique de son programme de fidélité par rapport à des intérêts qui vont émerger, vis-à-vis de sa marque. Donc oui, carrément, les programmes de fidélité ne sont pas uniquement autour du montant de dépenses, même si c'est clairement un des moteurs, ça reste quand même un des moteurs principaux. J'avance un peu sur les slides. Non, mais je vais commenter aussi, tu as raison, Axel. Alors, il y a les communautés d'intérêt, mais elle est intéressante, ta question, Frédéric. Mais il y a une stat, on est passé vite. Il y a 35% des programmes de feed aujourd'hui qui font du statutaire. Et dans le statutaire, tu as une vraie logique d'appartenance du membre fidèle au statut. C'est-à-dire, quand je suis passé Gold ou le nom que tu peux lui donner, voilà, je suis Gold, quoi. Et j'ai des avantages, machin. Là, récemment, j'ai travaillé avec une marque sur le nombre de réclamations qu'ils avaient sur des baisses de statut. C'est dingue. C'est dingue. Ils ont un vrai pain aujourd'hui qui est les clients qui ont perdu leur statut. Ça génère un pataquès au service conso. Donc, il y a aussi voilà, ces appartenances sur le statutaire qui sont intéressantes. Ouais, c'est vrai. On aborde en 2 minutes du coup 2 autres questions qu'on a souvent quand on pitch en fait des marques. Donc, on voulait vous les partager. Et puis, on aura aussi l'avis de Leïla. Est-ce qu'il vaut mieux prendre un tout en un ou un spécialisé? Donc, ça veut dire quoi? En gros, est-ce que je mets tous mes yeux dans le même basket? Je vais avoir mon CRM, mon market auto et mon moteur de feed dans le même outil avec tous les canaux qui vont bien? Ou est-ce que je prends à chaque fois du spécialiste? Donc, il y a des plus-moins dans les deux. Moi, et je vais laisser Leïla commenter, je pense que ça dépend aussi beaucoup des capacités et des ressources en interne. Il y a des marques qui vont prendre d'un côté un market automation chez un très, très grand éditeur américain, puis qu'après, ils vont prendre de l'autre côté un ultra spécialisé avec un moteur de promo de feed. Et puis, entre les deux, ils ont 15 prestataires et ils savent les piloter parce que voilà. Et puis, moi, ce que je constate quand même, c'est qu'il y a beaucoup de marques où les équipes data et CRM ne sont pas très, très nombreuses. Et à un moment, c'est compliqué d'orchestrer plein d'outils différents, quoi. Donc, voilà. Je ne sais pas ce que tu en penses. J'ai l'impression que ça dépend surtout quand même. Il faut une certaine taille, quoi, pour se permettre de… Je pense que c'est exactement ça. Je reviens sur ce que j'ai dit avant. Ça dépend de la maturité de l'entreprise, en fait. Et de la taille de ton équipe. C'est hyper chronophage, le CRM. Du coup, je vais faire ma réponse de retailer de base. Il me faut un mix des deux, tu vois. Un petit peu, tu me laisses faire, un petit peu, tu fais à ma place. Je pense que la difficulté, c'est que souvent, les équipes CRM, elles sont 2-3 personnes. Tu vois, et c'est rare une boîte qui a 15 personnes au CRM. Et si tu as 15 personnes, dans ce cas-là, tu préfères te payer une full automatisation, quoi. C'est une histoire d'argent, après, hein. Il y a une question qui est là, qui est décorrélée de ça. Il n'y a pas un petit sondage qu'on va faire là-dessus, si je ne sais plus. Ah si, ça tac, vous devez l'avoir. J'en profite pour poser la question qui est quand même intéressante sur c'est quoi le ROI moyen d'un programme de fidélité. On a des réponses là-dessus, Alex? Non, enfin, le vrai ROI, c'est souvent, il n'y a que les marques qui savent le calculer parce que tu rentres dans des calculs un peu complexes où tu vas aller regarder la marge, etc. D'une manière générale, un programme de feed, de toute façon, ça va impacter 2 trucs, c'est la fréquence et le panier moyen. Donc, une fois que j'ai dit ça, globalement, le calcul de ROI, ça va être sur le chiffre d'affaires généré par tes cartés. Voilà. Ouais. Après les très très gros opérateurs de feed, donc je vais reciter Yves Rocher, hein, on est sur des pourcentages de chiffre d'affaires cartés qui sont très très forts. Ça permet de piloter ton PNL de façon ultra efficace en fait. Hein, c'est toi qui décides jusqu'où tu veux aller en termes de générosité. Donc, voilà, on va influencer toujours les mêmes trucs, le panier moyen et la fréquence, le mix des deux faisant. Nous on l'a vu, hein, ça a un impact sur le chiffre d'affaires qui est hyper puissant. On n'aura pas le temps d'en parler, c'est les use cases d'après, mais la petite résultat du sondage Viteuf, 70% des votants sont sur plutôt tout en un versus 31% sur le spécialisé.
Deuxième sujet, mais vraiment en une minute. Et après, on Ouais, ira. mais il est en lien, mais je vais le passer vite en lien. C'est qu'est-ce que je peux. Donc, il y a ce fameux SaaS, j'ai des outils où je peux faire tout seul, tout seul. À nouveau, je pense que c'est à la fois une question de ressources et de budget et de savoir-faire. Mais globalement, donc nous, on est un produit SaaS. Alors, nous, on est un peu en mode hybride. On va apporter un certain support sur des trucs un peu complexes et tout. La logique aujourd'hui, je pense, de l'outillage des marketeuses, c'est d'être en autonomie et c'est intéressant. Ça veut dire que voilà, j'ai plus besoin de Simon à l'IT pour configurer une règle ou faire une requête pour récupérer de la data. J'ai un outil qui me permet de le faire simplement. On n'y est pas encore, mais je pense qu'on y arrive. Je ne sais pas ce que tu en penses. Et là, on est quand même de plus en plus vers de l'autonomisation, qui te permet énormément de gagner en savoir-faire et en réactivité, quoi. Ouais, comme ça, tu as juste à, toi, plugger ton OP ou ton push, mais que du coup, tout soit automatique derrière. Ça permet de justement de passer avec tes deux personnes au CRM, quoi. Exactement. Ouais, c'est ça. Mais bon, c'est un vrai sujet, cet accompagnement. Donc voilà, je passe, mais voilà. Bah, c'est super clé et c'est très souvent abordé par les marques avec lesquelles on discute. Derniers éléments sur l'intérêt de lier programme de fidélité et wallet. Et d'ailleurs, nous, c'est un truc qu'on vend ensemble. Si tu fais de la feed, tu as forcément du wallet. Pourquoi? Parce que c'est très cool de faire, c'est très cool de monter un programme de fidélité, de monter tout un business model autour de ça. Enfin, tu vois, c'est quand même un truc qui est quand même assez lourd. Et finalement, si tu le communiques pas, tout ça, ça sert à rien, quoi. Et on en vient toujours quand même au fait que il faut s'occuper de l'amont, c'est-à-dire la data, la façon de structurer ton programme de fidélité, les règles que tu veux mettre, le message que tu veux passer. Mais si, in fine, tu ne peux pas communiquer tout ça, il ne faut surtout pas déprioriser cet aspect communication qui est absolument clé. Et Wallet, il vient là-dedans, quoi. Il vient te permettre d'émerger par rapport aux autres programmes de fidélité, par rapport aux autres canaux, par rapport aux autres marques, et avec en plus un retour sur investissement, c'est-à-dire un prix par rapport à ce que ça délivre en termes de ROI qui est vraiment incroyable. Ça fait 10 ans qu'on bosse dessus, et donc on a pas mal de use cases. Et c'est là, bon, on mettait des petits exemples de ce que ça faisait, depuis la plateforme, le fait que ton programme de fidélité est créé, est animé et même modifié si tu as besoin de façon super simple, et que du coup, ça se reflète immédiatement sur le mobile de ton client. C'est vraiment la force de ce combo, en fait, qui est hyper complet. Le cas de Maison 123, et je pense, est hyper important et le montre bien. Tu vois, x2 sur la fréquence d'achat, x2 sur le CA par cliente, 36% de ROI estimé, plus 3% d'impact sur le CA total, juste d'avoir le canal wallet. Là, je ne parle même pas de problème de feed, ils avaient déjà une mécanique à eux, une mécanique de feed à laquelle en fait on s'est plugué. Et donc juste d'avoir le bon canal a permis de faire ces chiffres-là. Donc quand tu vas sur un canal qui te rapporte 36 fois plus que ce que tu l'as payé et qui a un impact de 3% ton CA total, voilà, ça montre à quel point le canal est quelque chose de super, de hyper clé. Petite histoire, nous dans notre boîte, chez Captain, au tout début, on faisait de la feed et du wallet. Et au début, on s'est dit, attends, on ne va pas pouvoir faire les deux, lequel on choisit? Et avec ce qu'on a décrit, la période dans laquelle on était, voilà, la feed, c'était un sujet, mais pas autant important que ce qu'il est aujourd'hui. On va se concentrer sur le canal, parce que le canal, en fait, c'est hyper clé. Ça ne concerne pas que la feed, c'est plus large, c'est l'engagement client. Et on a bien fait parce que c'était le bon choix. Et maintenant, on est venu recoupler et revenir aux premières amours en couplant avec le programme de fidélité. Donc, ce combo est extrêmement puissant, extrêmement gagnant. Il y a le cas d'Yves Rocher dont on parlait parce qu'on les connaît bien, sur la partie wallet aussi, avec un taux de rétention qui est hyper fort. Hein, et donc, en fait, un volume hyper important, d'une audience qui est hyper forte sur le mobile. Le mobile, hein, c'est là où vos clients passent 70% de leur temps. Hein, 70% du temps connecté est fait sur mobile. Donc, il faut être sur mobile, il faut capitaliser à fond sur le mobile et surtout pas négliger cette partie avec donc cette animation qu'on peut faire sur les cartes Yves Rocher, où vous voyez les cartes évoluer, hein, le contenu évoluer au fur et à mesure du temps et au fur et à mesure des messages que vous voulez véhiculer. Donc voilà, c'est cool la feed, mais il faut bien la communiquer. Le combo est absolument clé. On avait rajouté la répartition des canaux d'encartement, d'où viennent les gens
depuis quel canal on les recrute. Principalement email, hein, c'est souvent le cas. Web, app avec 3%, donc c'est très complémentaire. 12% SMS, 7% d'enroll, donc c'est en point de vente. Là, on vient de faire un cas avec Buffalo Grill, par exemple. 500 000 cartes en 6 mois à peine. Majorité qui viennent du point de vente. Hyper intéressant, c'est un truc dont on va faire un webinaire dessus dans pas longtemps. On verra ce use case-là qui est hyper sympa et qui montre à quel point aussi la force du recrutement en point de vente et aussi la force et l'impact du message sur mobile. Alors, on est allé un peu vite sur la fin parce qu'on a été. Alors, je ne suis pas le seul à être bavard parce qu'au début, on me disait dans l'oreille que j'étais trop bavard, mais en fait, tout le monde l'est autour de cette table. Fallait pas nous inviter. Au contraire, trop cool de t'avoir invité. Peut-être qu'on le refera parce que c'est toujours hyper intéressant d'avoir ton œil, ton regard là-dessus. C'est vraiment super complémentaire. Et c'était vraiment un plaisir de t'avoir. Merci de nous avoir consacré ce temps de préparation. C'est un plaisir. Et aujourd'hui. Et puis, merci à tout le monde là pour vos questions. On n'a pas pu répondre à tout. Merci pour votre participation. Si vous avez des questions complémentaires, je pense que dans les commentaires, il y a nos adresses, etc. Vous pouvez nous écrire et on fera un plaisir d'y répondre et de discuter avec vous. Merci aussi à Sophie, à Claire qui nous ont aidé à préparer ce webinaire. J'espère que ça vous a intéressé. Et à bientôt pour un prochain. On en a plein là qui arrivent on en a plein dans les bacs. Merci Alex, merci Leïla. Belle journée à tous. Merci à vous. Salut.